aimant la machine pour que ça puisse finalement prendre. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler d'idées de projet, idées de création d'entreprises et de bâtiments. Aujourd'hui, on parlera typiquement des idées qui peuvent amener à la création d'entreprises et de bâtiments. Lors de la dernière présentation, nous avons défini une entreprise de bâtiment comme étant une organisation qui a, qui a pour but de fournir des biens et ou des services tout en assurant un équilibre entre ses charges et ses revenus. Et du coup, nous avons également évoqué le fait que les entreprises de bâtiment n'étaient pas forcément des entreprises qui font tout, c'est-à-dire que des entreprises qui fournissent des services clés en main comme on le voit régulièrement. Une entreprise spécialisée uniquement, par exemple, dans le carrelage ou dans la plomberie peut être également considérée comme une entreprise de bâtiment. Donc aujourd'hui, il sera donc question de voir ensemble comment est-ce qu'on peut trouver, comment est-ce que, voilà, si vous avez en tête de lancer un projet de création d'une entreprise de bâtiment, comment est-ce que vous devez vous comporter pour pouvoir trouver justement dans ces idées-là, ces différentes idées qui vont vous permettre de lancer, de créer votre entreprise et pouvoir la lancer. Et donc, pour développer dans cette thématique, nous allons voir ensemble le mindset ou encore l'état d'esprit dans lequel il faut être nécessairement pour pouvoir trouver les idées, pour avoir en fait les astuces. Parce que il est une chose que de penser de pouvoir créer une entreprise, il est une autre que de trouver les idées. Donc, on va d'abord commencer avec l'état d'esprit dans lequel il faut être, parce que c'est la base de tout. Dans un second lieu, on parlera vraiment de stratégie. Quelle stratégie est-ce qu'il faudrait utiliser pour analyser, pour analyser justement les différentes idées. Et également, il sera question de parler, en fait, il sera question de travailler sur la mise en application. C'est ça qu'on parle, on évoque l'épreuve ici là. Et que l'épreuve ici là, c'est en fait, c'est la mise en application de l'idée. C'est-à-dire que l'idée commence au niveau de la tête. Après, on élabore la stratégie pour pouvoir étudier, analyser cette idée-là, pour voir si l'idée est viable. Et par la suite, on met en œuvre, on met en application cette idée. Donc, voilà un peu les trois principaux points qui vont qui vont nous permettre aujourd'hui de développer notre thématique qui est comment trouver une idée pour créer une entreprise de bâtiment. Et par la suite, justement, il y aura des questions. Les questions-réponses. Donc, comme je vous disais, tout à l'heure, vous allez, pendant la présentation, il faudra noter vos différentes questions sur un bloc-notes pour les poser à la fin. Parce qu'on ne peut pas poser les questions au fur et à mesure de la présentation en fait, ça peut faire en sorte qu'on perde le fil, quoi. Et puis, on parlera de la masterclass à la fin. Et donc, pour développer cette thématique, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Ebengue. Je suis le fondateur et le manager de l'entreprise de bâtiment Newsat. Je suis également l'auteur du livre Réussir son projet de construction en Afrique. C'est un livre guide qui est destiné aux personnes qui veulent se construire au Cameroun principalement et en Afrique en général. Donc, c'est un livre dans lequel ces personnes peuvent retrouver de nombreux conseils et des astuces qui vont les guider tout au long du processus. Ce n'est pas pour les rendre experts dans le domaine, mais c'est uniquement pour les faire comprendre dans quelle logique est-ce qu'ils devraient être lorsqu'ils s'engagent à lancer un projet de construction au Cameroun. Donc voilà un peu en ce qui me concerne. Et donc, pour commencer dans notre thématique, on parle donc de mindset ou encore en français, on parle d'état d'esprit. Parce que c'est ça en fait, c'est de ça qu'il est question. Tout commence par là. Lorsque vous avez un projet de faire quoi que ce soit, si vous ne vous retrouvez pas dans les conditions psychologiques adéquates, c'est clair que vous n'allez pas pouvoir réaliser votre projet. Si vous ne, si vous ne développez pas certaines aptitudes, il est fort probable que vous ne puissiez pas trouver les astuces, trouver les solutions qui vont permettre de réaliser efficacement votre projet de création d'entreprise de bâtiment. Donc, il est question ici, là, premièrement, de savoir en fait, comment est-ce que vous devez vous comporter premièrement, avant même de trouver l'idée. Parce que il ne faut pas seulement dire, OK, voilà, il me faut une idée, j'ai envie de lancer une entreprise, il me faut une idée. Non, ce n'est pas ça. Il est question de savoir comment est-ce que, OK, oui,
tu veux te lancer dans une entreprise, tu veux lancer une entreprise de bâtiment, tu as besoin d'une idée dans laquelle tu vas te lancer une idée viable, parce que c'est ça, parce qu'il y a idée. Tu as besoin d'une idée viable. Voilà, tu veux te rassurer que quand tu vas lancer, tu as une idée et puis tu la mets en application et ça se réalise comme tu le souhaites. Mais avant cela, dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Parce que si tu es dans un mauvais état d'esprit, c'est clair que soit tu ne vas même pas trouver les idées, tu n'auras pas les idées, soit tu auras des idées, mais des idées vraiment qui ne vont te servir, qui ne vont pas te servir à grand-chose. Et là, tu vas te retrouver dans une situation où tu as l'impression que tu bugs en fait, comme si tu n'étais pas intelligent en fait. Mais c'est tout simplement parce que c'est pas que tu n'es pas intelligent, c'est tout simplement que tu n'es pas dans le bon état d'esprit qui peut te permettre de pouvoir trouver les meilleures idées. C'est un peu comme si lorsque la saison de la semis arrive, peut-être qu'il faut s'aimer le maïs, mais tu passes s'aimer le maïs sur un terrain, par exemple, que tu n'as pas labouré, sur un sol que tu n'as pas labouré. Ça veut dire que c'est un sol dur, par exemple, que tu n'as pas labouré ce sol-là, tu sèmes. Le résultat sera quoi? C'est que soit le maïs ne va même pas pousser, le maïs ne va pas germer, ou alors ça va germer, et puis arrivé à un certain niveau, ça ne pourra plus grandir parce que la graine a été mise dans un sol, la graine a été mise dans un sol qui n'est pas vraiment adapté pour qui n'est pas adapté pour que ce maïs-là puisse grandir efficacement. Donc, c'est de ça qu'il est question. Pour que les idées puissent vraiment naître de votre cerveau, il faut que vous puissiez développer un certain état d'esprit. Il faut que vous devez développer une certaine attitude, une certaine manière de faire. Et donc, c'est quoi? Pour trouver les idées, il y a deux méthodes principales à travers lesquelles vous pouvez trouver les idées. Ces méthodes-là, c'est quoi? C'est donc quoi? Ces méthodes, c'est soit vous utilisez vos passions, c'est-à-dire que vous vous basez sur vos passions. Ça, c'est un élément. Premièrement, vous utilisez vos passions. Vous êtes passionné par un domaine. Ça peut être, par exemple, la peinture. Ça peut être le carrelage. Ça peut être l'électricité. Ça peut être la plomberie. Vraiment, il y a des personnes comme ça qui sont passionnées par un domaine. Moi, je connais un jeune qui a fait, il est ingénieur, il a fait Polytechnique. Il est sorti de Polytechnique. Et puis, tout ce qui l'intéressait en fait là, c'est vraiment tout ce qu'il a appris à l'école là, tout ça, ça ne l'intéressait plus vraiment trop. Au départ, lorsqu'il a fait le concours de Polytechnique, il était vraiment captivé par ça. Il a un bac il a eu un bac d'enseignement général, un bac scientifique. Donc, il voulait vraiment s'engager dans le génie civil et tout. Mais après, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment ça. Ça ne le passionnait pas vraiment. Mais il y a une chose principalement qui le passionnait dans le génie civil, c'était la peinture. C'est uniquement la peinture qui le passionnait. Tout ce qu'on parle de dessin, calcul de structure, tout ça là, il faisait seulement ça, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. Et donc, il a commencé à travailler avec des personnes. Il a recherché en fait des personnes qui étaient qui travaillaient déjà dans le domaine de la peinture. Il s'est accroché à eux. Et du coup, du fil en aiguille, il a commencé à apprendre véritablement ce qu'était la peinture. Il a commencé à apprendre ce qu'était le travail de la peinture, à travailler avec ces personnes-là. Et finalement, il a commencé à gagner ses propres chantiers. Et aujourd'hui, il vit uniquement de ça. C'est-à-dire, si tu lui parles que non, vraiment, il y a un poste là, quelque part, on veut un ingénieur, polytechnicien et tout, il dit que ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est sa peinture. Il est en train de construire son équipe et plus tard, dans sa vision, en fait, c'est justement de créer une entreprise dans ce sens-là. Donc voilà un peu ça. Vous pouvez donc partir de cette passion-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire un effort quelconque. Vous vous basez uniquement sur votre passion. La passion vient du fait que pour savoir si vous êtes passionné par quelque chose, c'est que même lorsqu'il n'y a pas l'argent, vous faites ces choses-là. Et que même si on ne vous paye même pas grand-chose, même si on vous donne uniquement l'argent et taxi, vous voulez toujours faire ça. Ça ne vous dérange pas en fait. Ça ne vous dérange pas. Vous voulez seulement faire cette chose-là. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez déterminer si vous êtes vraiment passionné par cette chose ou pas. Mais si vous faites un truc, ça ne rapporte pas et ça vous énerve. Vraiment, vous n'êtes pas dans ça parce que vous êtes véritablement passionné. C'est parce que vous n'êtes pas un passionné dans l'âme, quoi. Mais vous le faites uniquement bon parce que c'est arrivé peut-être dans la vie que vous puissiez faire, vous avez choisi de le faire. Mais c'est pas vraiment votre passion. Vous voyez un peu. C'est également un peu comme si vous pouvez être dans le domaine, vous allez pouvoir avoir une formation technique dans le génie. Et puis un beau jour, vous rendez compte en fait que vous êtes intéressé par autre chose, peut-être la photographie. Mais si vous êtes sage, vraiment laissez le génie civil aller faire la photographie. Parce que la passion, il n'y a rien de plus fort que la passion. Lorsque vous êtes passionné par un domaine, vous avez tout le temps d'être persévérant. Personne ne pourra vraiment vous combattre sur le ring de la persévérance. Parce que l'entrepreneuriat, justement, c'est la persévérance. Il faut être capable d'être persévérant. Il faut être persévérant et déterminé. Et donc, la passion, c'est quelque chose qui c'est le plus grand carburant, le plus gros carburant qui existe
en termes de détermination et de persévérance. Donc, si vous êtes passionné dans un domaine bien précis, vraiment là, je parle dans le cadre du génie civil, dans un domaine bien précis, peut-être qu'il n'a même rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. C'est comme par exemple, aujourd'hui, vous pouvez être ferrailleur. C'est-à-dire que peut-être parmi vous, là, il y a les personnes qui sont ferrailleurs, mais c'est pas trop ça, ça ne vous parle pas. Ce qui vous parle le plus, peut-être, c'est l'électricité, par exemple. C'est peut-être l'électricité qui vous parle le plus. Et donc, du coup, ce genre de situation, ce qui va se passer, c'est que il faudrait que vous vous rapprochiez progressivement de ce secteur d'activité-là. Parce que c'est ça qui va véritablement faire en sorte que c'est grâce à ça, en fait, que vous pouvez véritablement bâtir quelque chose de fort. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez utiliser donc justement vos passions, comme je l'ai dit tantôt. Ou à défaut, vous pouvez utiliser une autre passion. Ce n'est pas tout le monde qui est passionné, en fait. Ça, c'est une chose qu'il faut, ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte parce que certaines personnes vont s'asseoir et réfléchir pour chercher dans quoi ils sont passionnés et elles ne vont rien trouver. Elles ne vont rien trouver véritablement. Mais d'autres, c'est plus facile pour elles. Et d'autres sont passionnés par un domaine, mais ne savent pas qu'ils sont passionnés par ce domaine-là. Donc, ce que je vous ai dit, pour reconnaître si vous êtes passionné, pour reconnaître si vous êtes passionné dans un domaine, vous devez vous poser la simple question, est-ce que s'il n'y a pas l'argent, est-ce que si on ne vous paye pas bien, est-ce que vous allez toujours continuer de faire la même chose? Et pendant combien de temps? Si vous lancez un projet dans ce sens-là, est-ce que c'est l'argent qui vous motive en fait? Si il n'y a pas l'argent, comment est-ce que vous vous comportez? C'est à partir de là que vous pouvez savoir si vous êtes passionné dans ça ou pas. Mais si vous n'êtes pas passionné, si vous n'êtes pas quelqu'un de passionné, il y a autre chose en fait qui peut vous motiver véritablement. C'est l'argent. C'est la deuxième grosse source d'idées en fait. C'est la question que vous allez donc vous poser, c'est ok, moi je suis pas, il y a vraiment rien qui me passionne. Vous avez fouillé, et puis vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous passionne. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire qui peut vous permettre de gagner de l'argent? Parce que si on parle d'entrepreneuriat, il faut pas avoir peur de prononcer le mot argent. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre qui peut vous permettre de gagner de l'argent? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Si vous êtes de l'autre côté, ça veut dire que si vous n'avez pas de passion véritablement. Et donc, quoi? L'idée donc que vous recherchez va venir de cette question-là. L'idée de créer une entreprise va venir de cette question-là. Qu'est-ce qui va te permettre de gagner de l'argent? Qu'est-ce qui va te permettre, par exemple, de bâtir quelque chose de grand? Voilà un peu, c'est un peu ça. Et maintenant, comment donc trouver dans l'idée en se comportant ainsi? Parce que de l'autre côté, c'est plus facile. Est-ce que si vous êtes passionné par un domaine, vous vous lancez directement, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Mais par contre, ici, c'est un peu plus complexe. Parce que ici, là, c'est justement ici que vous devez donc développer un certain état d'esprit. Vous devez donc développer un certain mindset pour trouver ce qui va vous permettre de gagner l'argent véritablement. Parce que si vous n'avez pas le meilleur état d'esprit, vous allez trouver des idées peut-être qui vont aboutir à rien. Donc, c'est un peu ça. Et donc, du coup, à ce niveau, c'est là, pour trouver l'idée, vous devez évaluer votre environnement. Vous devez être capable d'étudier tout ce qui tourne autour de vous. Parce que si vous n'étudiez pas tout ce qui tourne autour de vous, vous n'allez pas déterminer évidemment ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. L'idée, on va dire peut-être l'idée du siècle ou bien ou autre chose qui va véritablement vous permettre de lancer un projet viable, une entreprise, de créer une entreprise viable. Donc, en évaluant votre environnement, vous allez rechercher les problèmes dans votre environnement. C'est-à-dire que évaluer l'environnement, c'est rechercher les problèmes qui sont autour de vous, les problèmes que rencontrent les personnes autour de vous. Parce que ce sont ces problèmes-là qui vont vous permettre de trouver les idées pour créer une entreprise efficace. Donc, évaluez votre environnement. Recherchez les problèmes que rencontrent les personnes au sein de votre environnement. Parce que finalement, l'entreprise que vous créez, vous comptez créer, c'est pour fournir des biens ou des services. Ces biens et ces services-là doivent être consommés par des personnes, des êtres humains. Bon, sauf si vous faites peut-être des services pour animaux et tout. Mais vraiment, là, nous sommes dans le cadre dans le cadre de la construction du bâtiment. C'est clair que les services que vous comptez proposer seront destinés à des êtres humains. Ça, vous savez, peut être destiné aux personnes physiques ou alors aux personnes morales. Personnes physiques, ça, ce sont voilà, des êtres humains, quoi. Des êtres humains. Et les personnes morales, des entreprises. Donc, quels sont donc les problèmes que rencontrent soit les personnes physiques qui sont autour de vous, soit les entreprises
qui sont autour de vous. Concernant le domaine de la construction, le domaine du bâtiment principalement, bon, quand je dis la construction, c'est un peu limité, mais le domaine dans le secteur du bâtiment précisément. Ça veut dire que ça peut être ça peut être en termes de conception des plans et réalisation des devis, estimation des coûts des bâtiments, euh, calcul de structure, géotechnique, vraiment tout ce qui concerne la conception, les études là, études géotechniques et puis topographiques. Ça peut être lié à la réalisation, à la mise en œuvre de grosses œuvres, mise en œuvre de secondes œuvres. Ça peut être lié aux rénovations, aux travaux de rénovation. Il vous faudrait donc que vous soyez capable, vraiment dans ces différents éléments-là, de déterminer autour de vous des personnes qui rencontrent des problèmes concernant ces secteurs d'activité-là. Pas aller chercher les problèmes qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez. Mais vraiment, dans ce secteur, vous avez décidé que, OK, tu te dis, OK, je veux créer une entreprise de bâtiment, mais je ne sais pas, je n'ai pas de passion, donc là-bas, c'est mort déjà. La seule chose qui me reste, c'est qu'il me faut trouver une idée qui va me permettre d'avoir l'argent. OK, pour trouver l'idée, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois évaluer mon environnement. Quels sont les problèmes que la rencontre ces personnes-là concernant le bâtiment? Dès lors que maintenant vous évaluez donc ces personnes-là, c'est donc à partir de ce que vous évaluez, c'est à partir de maintenant de là que vous allez lister tous les problèmes que ces personnes-là rencontrent. Et vous allez passer à l'étape suivante de l'analyse. Mais avant d'en arriver au niveau de l'analyse, comment donc faire pour identifier les problèmes? Et même lorsque vous identifiez les problèmes, comment est-ce que vous devez vous comporter face à ces problèmes-là? Parce que il y a deux types d'état d'esprit. Il y a ceux qui voient les problèmes et estiment que vraiment il faut qu'on condamne la personne en fait, ils recherchent l'auteur de ces problèmes-là et il faut qu'on recherche les auteurs de ces problèmes-là et on les condamne. Ça, c'est un état d'esprit. Je n'ai rien contre eux. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais si vous voulez, si vous avez en tête de créer une entreprise, de bâtir une richesse, ce n'est pas ce genre d'état d'esprit que vous devez avoir. Lorsque vous identifiez les problèmes, vous devez voir en ces problèmes-là des opportunités de vous faire de l'argent, des opportunités de créer des entreprises qui vont vous rapporter de l'argent. C'est ainsi que vous devez voir les choses. Ça veut dire que vous devez systématiquement arrêter de vous plaindre de quoi que ce soit. Vraiment, ça c'est la règle numéro un. Lorsque vous êtes dans la recherche, en mode de recherche d'une idée qui va vous permettre de créer une entreprise de bâtiment, la première chose à faire, c'est d'arrêter complètement de vous plaindre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive devant vous, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous devez arrêter de vous plaindre, même si ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Et ce que je vous dis là est très important et c'est capital même. Vous devez arrêter de vous plaindre. Parce que au fur et à mesure que vous allez vous plaindre, vous allez rejeter la faute sur d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. On ne dit pas que c'est de votre faute si ces problèmes existent. Mais en rejetant la faute sur d'autres personnes, vous ne voyez pas le potentiel de ces problèmes-là. Vous ne voyez pas ce que vous pouvez tirer comme bénéfice sur ces problèmes-là. Donc, ici, il est donc important ici, là, de développer un état d'esprit d'une personne qui ne se plaint plus de rien. C'est-à-dire qu'une personne qui est froide vis-à-vis des situations. Lorsqu'une situation arrive, lorsqu'un problème se présente devant lui, il observe, il analyse et il voit dans ces problèmes-là, il essaie de chercher dans ces problèmes-là ce qu'il peut avoir comme bénéfice, ce qu'il peut gagner dans ces problèmes-là. C'est-à-dire que ce qu'il peut, il se doit se poser la question, mais si je résous ce problème-là, si je résous ce problème, est-ce que ça va me permettre de gagner de l'argent? Est-ce que je peux résoudre ce problème-ci? Voilà les questions qu'il doit se poser. Là, vraiment, ça, lorsque ça concerne le secteur du bâtiment. Donc, voilà l'état d'esprit qui doit véritablement, voilà la règle numéro une que vous devez avoir lorsque vous êtes à la recherche d'une idée pour créer une entreprise de bâtiment. Et même ça compte même pour toute autre entreprise. C'est un principe universel. Et l'une des choses également, c'est que vous devez travailler sur vous aussi. Toujours en termes de mindset. Vous devez travailler sur vous. C'est-à-dire que avant de chercher à résoudre les problèmes des gens, c'est clair que vous devez d'abord apprendre à résoudre vos problèmes. Parce qu'en développant la capacité de résoudre vos problèmes, vous développez une autre capacité, même sans le vouloir. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose comme tu vas aller à l'école, on va te dire comment tu dois faire. Non. C'est que
si tu développes la capacité à résoudre tes problèmes, forcément, c'est-à-dire que du fil en aiguille, tu développes également la capacité à résoudre les problèmes des autres. Mais si tu ne parviens pas, si tu n'arrives pas à résoudre tes propres problèmes, c'est clair qu'il sera difficile pour toi de résoudre les problèmes des autres. Donc, c'est un peu ça. Et donc, lorsque vous avez votre propre problème, parce que tout le monde a ses problèmes, lorsque vous serez face à vos propres problèmes, à vos difficultés, vous devez, au lieu de réfléchir à vous plaindre pour condamner quelque que ce soit, c'est-à-dire que accuser les sorciers, accuser quelque que ce soit de vos problèmes, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour résoudre vos propres problèmes, pour que la situation soit vraiment, c'est-à-dire que pour que la situation revienne à la normale, en quelque sorte. Et c'est ainsi que finalement, lorsque vous allez identifier les problèmes des autres, lorsque vous allez identifier les problèmes qui concernent les autres, vous serez capable d'apporter les solutions pour d'apporter les solutions pour ces personnes-là. Donc, voilà un peu l'état d'esprit dans lequel vous devez être. Donc, je vois, il y a des personnes qui sont en train de quitter. Je veux juste me rassurer que le son est bon, que vous m'écoutez. Est-ce que vous pouvez me faire un retour sur le chat, s'il vous plaît, pour que je me rassure que nous sommes toujours ensemble? Faites-moi un retour rapide sur le chat, s'il vous plaît. Allô, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous m'écoutez? Parce que je vois, il y a des personnes qui sont parties. Il faut que je me rassure que que tout le monde m'écoute bien, qu'il n'y a pas un souci technique avant que nous puissions continuer sur... Ok, attends, c'est bon de ton côté, super. Ok, on fait juste un point avant de continuer pour, pour me rassurer que le son est bon. Est-ce que les autres sont là aussi? Ok, ok, c'est super, Fabrice. Donc, on va donc continuer. Je pense que si c'est bon pour vous deux, ça veut dire que c'est bon pour les autres. Donc, on va donc continuer avec, bon, je reviens juste, ok. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le mindset. Et c'est la clé. Tout ce qui se conçoit, tout ce qui se conçoit bien se réalise aisément. Tout se passe d'abord dans l'esprit, dans la tête. Si vous cultivez un bon état d'esprit, ça veut dire que vous avez fertilisé en fait en quelque sorte votre cerveau pour qu'il puisse, pour que tout ce qui vient, en fait, tout ce qui va venir comme idée à l'intérieur puisse véritablement générer quelque chose, de bons fruits, quoi, quelque chose de bon. Donc c'est un peu ça. Donc il faut d'abord travailler votre état d'esprit. Arrêtez de vous plaindre. Vraiment, si vous n'avez pas de passion dans un domaine, vous n'avez même pas le choix. Si vous n'avez pas de passion vous n'avez pas de passion. Lorsque vous avez des passions, vous avez moins de problèmes. Mais si vous n'avez pas de passion, vous n'êtes pas passionné par quoi que ce soit, la seule chose qui vous reste, c'est l'argent. L'élément sur lequel vous devez vous baser, c'est l'argent. C'est de dire, OK, quelle est l'idée qui va me permettre de gagner de l'argent? Lorsque vous vous lancez sur cette voie-là, vous devez étudier votre environnement, vous analysez votre environnement, vous cherchez les problèmes que rencontrent les personnes qui sont autour de vous, les entreprises qui sont autour de vous, parce que vous pouvez également travailler en sous-traitance. Vous pouvez bâtir une entreprise qui va fournir des services à d'autres entreprises. Ce n'est pas obligé que vous lancez une entreprise de services uniquement directement aux personnes physiques. Donc, vous pouvez fournir des services destinés aux entreprises. Donc, mais pour cela, vous devez chercher les problèmes que ces personnes rencontrent. Il ne faut pas venir, il ne faut pas aller créer une solution, aller bâtir une entreprise pour venir présenter cela, mais pourtant pourtant ça ne concerne pas cette personne-là. Les personnes ne sont pas véritablement intéressées par ça. Pourtant, les personnes ne sont pas véritablement intéressées. Donc,
Voilà un peu, c'est un peu, en fait, c'est un peu de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de mindset. Maintenant, euh, il y a des personnes qui parlent là. Je ne sais pas si c'est leur connexion qui dérange. OK. Maintenant, lorsque vous avez donc développé cet état d'esprit-là, lorsque vous avez fertilisé votre cerveau, finalement, il y a de nombreuses idées qui vont venir dans votre esprit. Vous allez identifier des problèmes que rencontrent des personnes autour de vous. Lorsque vous identifiez dans ces problèmes, vous les listez. Ce sont ces problèmes-là qui vont vous permettre de trouver les idées ou alors les solutions. C'est-à-dire que vous allez prendre un tableau. Vous arrivez dans un tableau. On va voir si on peut faire une démonstration. Là, je vais chercher, je vais essayer de mettre le tableau blanc. Si on peut faire une démonstration rapidement avant de continuer sur la présentation. Donc là, je suis en train de lancer, j'ai lancé le tableau blanc pour pouvoir faire une petite démonstration. Et ça charge, la connexion n'est pas très bonne. On va attendre quelques instants. Hmm. Bon, apparemment, ça ne charge pas. Ok, voilà, nous y sommes. Est-ce que tout le monde voit le tableau blanc? J'ai l'impression que ça ne s'affiche pas. Est-ce que le tableau blanc s'affiche chez vous? Oh, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Donc, du coup, hmm, ok, je pense on va gérer ça autrement. Bon, je mets la présentation et puis on continue. Ok, d'accord. Ok, on est au niveau du mindset. Donc, comme je disais, je vais juste faire, je vais juste expliquer et puis vous allez noter. Donc, vous allez tracer un tableau de deux colonnes. Sur la première colonne, vous identifiez les problèmes. Voilà. Vous identifiez les problèmes. Sur la deuxième colonne, vous proposez les solutions. C'est-à-dire, par exemple, quoi? Colonne numéro 1, colonne numéro 1, problème. Vous notez le problème. Vous identifiez les problèmes que rencontrent les personnes autour de vous. Le problème peut par exemple être quoi? Vous allez vous dire, OK, il y a des entreprises ou alors il y a des personnes qui fournissent, qui ont des, je veux dire, comment je veux dire ça? Il y a des personnes qui ont un souci de gestion de leur matériel pendant pendant la construction. C'est-à-dire des personnes morales, par exemple, travailler avec un prestataire, mais ils ont un souci au niveau de la gestion du matériel, le contrôle de la qualité et même de la quantité. C'est-à-dire que le contrôle même des approvisionnements, même le suivi même des approvisionnements, et également la qualité du matériel, des matériaux achetés. Si par exemple, ils ne veulent pas confier l'achat de matériaux aux prestataires, ils veulent eux-mêmes assurer l'achat des matériaux. Ils n'arrivent pas à le faire parfois parce qu'ils se font arnaquer. Lorsqu'ils partent eux-mêmes acheter, ils se font arnaquer. Là c'est un problème, par exemple. Uniquement ça, je pense, par exemple, ce cas-là, c'est un problème. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui veulent se construire, ils confient la construction, les travaux de construction à un prestataire.
Mais ils veulent eux-mêmes assurer la gestion du matériel, des achats du matériel. Mais pour ce faire, ils ont des difficultés parce que lorsqu'ils partent eux-mêmes acheter, ils se font arnaquer en termes de qualité. On leur donne des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité. On les trompe en fait. Et donc là, ce que vous allez donc proposer, vous pouvez donc proposer un service qui va les accompagner dans l'achat, dans l'achat, le contrôle de la qualité des matériaux. Tu vois un peu la validation. Lorsqu'ils partent acheter les matériaux, vous pouvez les accompagner ou alors ils peuvent à un niveau même, s'il y a un certain niveau de confiance, ils peuvent vous confier les approvisionnements de leur chantier. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de problème. Ils ont un prestataire qui réalise, ils ont un autre prestataire, vous par exemple, qui est chargé d'approvisionner son chantier. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Là, c'est une étape. Ça veut dire que c'est un problème que vous avez identifié et vous proposez cette solution-là. Que, OK, vous allez fournir un service d'accompagnement dans l'achat, l'approvisionnement des matériaux. À partir de là, vous pouvez bâtir. Voilà une idée qui peut vous permettre de bâtir une entreprise et gagner de l'argent comme vous le souhaitez. Voilà un peu une idée. Donc, vous allez donc faire dans ça comme ça pour tous les problèmes que vous allez identifier autour de vous. Tous les problèmes. Vous ne négligez rien. Vous pouvez même prendre même une semaine ou bien 2 semaines pour faire ce travail-là. Vraiment, c'est sans effort. Vous travaillez à travers votre état d'esprit. Ça va couler même. Vous n'aurez même pas besoin de faire, vous n'aurez même pas besoin de faire trop d'efforts. Les idées vont venir. Vous allez voir les problèmes là où vous ne voyez même pas les problèmes avant. Vous allez voir les problèmes autrement. Lorsque vous allez voir les problèmes, vous allez voir en ça des opportunités de gagner de l'argent véritablement. Donc voilà un peu ça. Et les problèmes, il en existe énormément. Il y a un autre élément, par exemple. Lorsque une personne veut lancer ses travaux, il fait concevoir son projet et puis il obtient le devis. Mais il y a toujours ce problème-là, c'est que celui qui a obtenu, le client ne connaît, il n'est pas rassuré en fait. Il n'est pas sûr si le devis là reflète réellement la réalité de son projet. Et donc là, c'est un autre problème. Les gens veulent être sûrs que quand il a le devis qu'on a fait là reflète la réalité de son projet, quoi. C'est-à-dire que ça correspond réellement au plan qui a été élaboré. Mais rien ne leur garantit, parce qu'eux ne sont pas des professionnels. Ils n'ont pas la maîtrise. S'ils font recours à celui qui a conçu, il va lui dire que non, non, le devis est bon, il n'y a pas de souci. Mais nous tous, on sait que parfois, hein, il y a des mimans qui se font parfois dans ces devis-là. Parfois, on va réduire les coûts unitaires, mais on augmente les quantités parfois. C'est ce que certaines personnes font. Ils réduisent les coûts unitaires, ils augmentent les quantités. Quand le client voit les coûts unitaires, il voit les coûts unitaires sont bas, mais pourtant les quantités sont surévaluées. Et donc, c'est quoi? Et donc, il y a dans ce problème-là. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider de bâtir une entreprise, de proposer une solution. C'est-à-dire que vous allez dire, OK, la solution, c'est que je vais fournir un service de vérification des devis. Vous pouvez voir ça comme c'était petit, comme ça n'avait rien, ça n'avait l'air de rien du tout. Mais uniquement cette petite solution-là peut vous amener très loin. Ça peut vous permettre de bâtir une entreprise solide. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Vous allez donc lister tous les problèmes là, comme ça. Chaque jour, vous allez analyser les problèmes, vous allez identifier, vous proposer des solutions juste à côté. Et vous allez donc faire ce travail-là. Et puis finalement, vous allez vous retrouver avec une longue liste de problèmes, avec des solutions que vous proposez à côté. Et là maintenant, vous passez donc maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante qui est la stratégie. Comment donc analyser ces différents problèmes-là? Comment donc ces différentes solutions-là? Parce qu'un problème peut avoir même deux solutions. C'est que vous pouvez identifier dans la première étape, vous avez peut-être identifié un problème, mais peut-être avec deux ou trois solutions. Mais vous ne savez pas sur laquelle vous lancez. Et même les problèmes tous les problèmes là que vous identifiez là, vous ne savez pas par où commencer. Parce que vous voyez il y a une multitude de problèmes. Ce qui serait plus facile à faire, c'est bâtir une entreprise qui fournit tous ces services-là. Mais encore, il faut bien commencer quelque part. Par quoi commencer? Il faut commencer par quelque chose de solide. Vous n'êtes pas commencer par n'importe quoi. Et c'est donc ici que vous allez donc faire tout le travail de stratégie. Vous allez donc élaborer la stratégie qui va vous permettre d'analyser chacun de ces problèmes, chacune des solutions que vous avez apportées, mais surtout les problèmes, parce qu'il faut d'abord analyser les problèmes. Vous avez vu un problème, vous allez proposer une solution. Vous avez vu un problème, vous allez proposer une solution. Il n'y a pas de problème. C'est bon. On continue maintenant. Maintenant, comment donc analyser ces problèmes? La première question que vous devez vous poser, c'est quelle est la durée de vie de ce problème-là? Est-ce que depuis quand ce problème date? Est-ce que ce problème est récent? Si vous êtes dans le secteur d'activité, vous pouvez même vous renseigner.
Vous pouvez prendre les infos pour renseigner, vous pouvez faire. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est facile de faire des enquêtes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un formulaire sur Google Form là. Sur Google Form, vous faites un formulaire et puis vous lancez ça auprès de certaines personnes. Vous envoyez demander aux gens de remplir le formulaire là. C'est rien qui a eu à se construire. Vous pouvez m'aller dans un groupe là sur Facebook et puis vous posez la question aux gens. Est-ce que vous avez eu à rencontrer, rencontrer tel problème? Peut-être sous forme de blague même. Vraiment, j'ai voulu me lancer j'ai voulu lancer un projet, mais j'ai rencontré tel problème. Est-ce que vous avez aussi rencontré ce même problème? Vous serez surpris de voir les réponses que les gens vont vous apporter. Moi, j'ai eu à faire des tests comme ça énormément. Par exemple, moi, je posais sur des questions, quelle est la partie de la maison qui vous intéresse le plus? Quelle est la partie de la maison Les gens répondent comme si c'était la blague et tout, mais les gens répondent. Ils vont te dire que moi, c'est la chambre, moi, c'est le salon et tout. Comment est-ce que, par exemple, vous voulez que la chambre soit? Et ça fait en sorte que lorsqu'on conçoit les plans, par exemple, on sait que voilà les éléments que les gens aiment de plus en plus tel paramètre qu'il faut prendre en compte lors de la conception. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question aussi ici. Donc, il faut faire des enquêtes. À ce niveau, c'est là vous allez voir, voyez, vous prenez un problème, vous faites des enquêtes dans votre environnement. Vous partez vous renseigner auprès des personnes qui ont eu à construire. Vraiment, quand tu te construis, quels sont les problèmes que tu as eu à rencontrer? Euh, Vraiment, quand tu as voulu faire telle chose, comment tu gérais ton matériel? Est-ce que tu as eu des problèmes à gérer ton matériel? Est-ce qu'avec les prestataires, comment tu as eu à gérer ça? Si votre problème concerne les prestataires, si votre problème concerne la gestion du... Posez des questions. Vous posez des questions, vous allez auprès des personnes concernées. Vous allez auprès des personnes qui peuvent vous apporter des éléments de réponse. Vous allez donc faire ce travail-là pour savoir depuis quand date ce problème environ. Est-ce que c'est un vieux problème? Parce que si vous rencontrez un père qui a eu à construire il y a de cela 40 ans et vous parlez d'un problème et que ce problème existe toujours aujourd'hui, c'est clair que c'est un problème qui va aller très loin. C'est un problème qui va aller vraiment sur la durée. Vous essayez de faire une analyse, une rétrospective, une analyse vraiment profonde et puis vous voyez, vous essayez de vous projeter dans l'avenir pour voir est-ce que jusqu'où est-ce que si ce problème peut être résolu d'ici peu ou alors si il y a des vraiment, si ça va changer, ce problème ne va plus exister peut-être dans un an ou bien 2 ans. Mais si vous vous rendez compte que c'est un problème qui va continuer d'exister, alors vous avez trouvé là une opportunité d'affaires. C'est-à-dire que si vous lancez un projet dans ce sens, sur ce problème-là, vous êtes sûr au moins que c'est un problème qui va durer. Là, c'est une équation de résolu. Là, c'est une inconnue. Vous connaissez, vous savez que c'est un problème qui va durer. Maintenant, la deuxième question, c'est combien de personnes environ sont concernées par ce problème-là? Est-ce que ça touche tout le monde? Par exemple, si c'est un problème, par exemple, au niveau de la gestion du matériel, est-ce que tout le monde qui va se construire à ce problème-là? Si ce n'est pas tout le monde qui a ce problème-là, quels sont les différents types de personnes, les profils des personnes qui sont concernées par ça? Est-ce que c'est une grande partie de la population? Est-ce que ce sont les Camerounais qui sont concernés par ce problème-là? Est-ce que ce sont les gens qui veulent se construire au Cameroun? Est-ce que ce sont les promoteurs immobiliers? Est-ce que ce sont les gens qui sont en Europe et qui veulent se construire au Cameroun qui sont concernés par ce problème-là? Est-ce que vous devez donc identifier approximativement le volume de personnes qui sont concernées par ce problème? Et là encore, vous faites des enquêtes. Vraiment, avec les réseaux sociaux, on n'a plus besoin de payer les études de marché. Parce que là, c'est une étude de marché que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas grand effort à faire. Donc, du coup, il faudrait donc poser dans les questions au niveau des réseaux sociaux. Vous avez des éléments de réponse. Vous savez déjà, par exemple, que c'est un problème qui date depuis longtemps. Et c'est du coup, quand vous essayez de faire une projection dans le futur, vous vous rendez compte que c'est un projet qui va continuer d'exister. Après, vous vous rendez compte que ça concerne beaucoup de personnes qui sont touchées par ce problème-là. Et donc, vous dites, OK, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le marché est là. Parce que ce sont les gens qui vont utiliser pour le projet. Vous n'allez pas venir avec une solution et après vous vous rendez compte que ça. Quand vous venez avec la solution, vous expliquez aux gens, les gens vous regardent seulement parce que les gens ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils ne voient pas en quoi ça allait. En fait, ils n'ont aucun problème. En fait, votre solution ne résout aucun de leurs problèmes. En fait, ça ne résout aucun de leurs problèmes. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle vous devez donc faire cette analyse-là. Et l'autre question que vous devez vous poser, c'est justement, comme je vous ai dit, qui sont concernés par ce problème et quel est le volume des personnes concernées, quel est leur volume. Donc, voilà les trois principales questions que vous devez poser. La durée de vie de ce problème, les personnes, telles que la tranche de la population qui est concernée par ce problème, et leur volume. Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne une petite partie? Est-ce que vous voulez vous lancer dans ça? Quelle est la stratégie que vous voulez adopter?
Parce que l'idéal, quand on se lance, c'est de toucher un gros marché. Mais si vous vous lancez dans un projet qui va toucher une petite partie, vous avez énormément d'efforts à faire pour pouvoir convaincre ces personnes-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà justement le travail, voilà donc la stratégie que vous devez donc mettre en œuvre pour analyser votre idée, pour analyser les problèmes que vous avez identifiés. Et vous allez le faire pour tous les problèmes que vous avez identifiés. Tous les problèmes, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous vous lancez dans un projet. Si vous ne faites pas, vous le lancez dans un projet et qu'après le projet ne marche pas, vous allez mettre les mains sur la tête. Vous déployez sur le terrain et tout, après vous vous rendez compte que rien ne donne. Vous n'avez aucun client. Le problème n'existe même plus. Peut-être même après 5 ans, le problème n'existe même plus. Donc, quand vous parlez encore de ça aux gens, les gens vous rient même. C'est un peu comme le business du cybercafé. Le cybercafé mort comme ça. Imaginez un peu aujourd'hui là, vous dites que vous lancez au cybercafé. Il y a encore quelques rares cybercafés qui existent, mais ce n'est pas un projet dans lequel il y a combien de personnes utilisent encore les cybercafés aujourd'hui. Donc, lorsque vous lancez, vous devez faire cette étude-là. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de possibilités de faire cette étude-là sur le terrain, sur Internet, sur les réseaux sociaux, même hors des réseaux sociaux même. Il y a des enquêtes, même faire même des recherches même. Voilà. Utiliser même les questions qui sont souvent posées. Il y a une méthode qu'on peut utiliser par exemple sur Google pour avoir le rapport des questions qui sont les plus fréquemment posées. Et que les questions en ce qui concerne la construction, vous allez un peu voir les questions que les gens posent quand ils passent sur le net, sur Google principalement. Donc, ça c'est voilà donc ok. Là, c'était ce qui concerne la stratégie. Je veux encore, ok, comme il n'y a pas de réaction dans le chat, ça veut dire que tout le monde m'écoute bien. On va donc passer au point suivant, la mise à l'épreuve. Voilà. Vous avez développé un mindset de vainqueur. Vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de champion. Vous avez identifié les problèmes autour de vous. Vous avez proposé une solution au moins pour chaque problème. Vous avez analysé chacun de ces problèmes et les solutions. Parce que justement, il y a un élément que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que lorsque vous analysez les problèmes, vous devez également analyser les solutions. Est-ce que la solution que vous proposez aujourd'hui est efficace sur le long terme? Bon, maintenant, l'avantage, c'est que lorsque vous proposez une solution, même si ce n'est pas efficace sur le très long terme, même si c'est juste pour une période, même si c'est une solution temporaire, ça vous permet au moins de commencer. Mais vous devez avoir en esprit que il faut que j'améliore ma solution. Et qu'à un moment donné, il faudra changer la solution. Parce que sinon, vous mourrez. Un peu comme les gens qui ont fermé les cybercafés. Beaucoup sont morts parce qu'ils ne se sont pas réinventés. Quand les téléphones, les smartphones sont arrivés, ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils changent et qu'ils passent à autre chose. Qu'ils passent à autre chose, ils ne se sont pas réinventés et puis ils ont fermé. Donc, c'est donc ça. Lorsque vous vous lancez dans même si votre solution n'est pas viable sur le très long terme, au moins commencez avec ça, mais mettez à votre esprit, soyez toujours dans la recherche des nouvelles solutions pour ne pas fermer demain, quoi. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous avez donc fait ce travail-là, vraiment ça, c'est sur le papier, quand c'est comme ça, vous avez vraiment l'enthousiasme et tout, vous êtes motivé. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que vous testez votre idée, vos idées ou alors votre idée. Vous allez choisir, en fait, parmi les idées que vous avez évaluées là, vous allez choisir parmi les trois, je vais vous présenter les trois questions que vous devez vous poser. Ce qui est le plus rassurant, voilà, l'idée qui va aller sur le très long, le problème qui va aller sur le très long terme, qui touche une grande partie de la population. Et là, si vous avez identifié la cible bien possible que ça touche, vous choisissez donc cette idée-là. Vous commencez par ça. Vous ne jetez pas les autres, vous gardez les autres à côté. Parce que qui sait, vous pouvez revenir dessus plus tard. Donc, vous allez donc choisir donc l'idée par laquelle vous devez commencer. Lorsque vous avez donc choisi une idée, une cible, même si le problème concerne, là, vraiment, je vais faire une parenthèse là-dessus. Si le problème concerne plusieurs types de catégories de personnes, identifiez la cible qui a le plus gros volume. Identifiez la cible qui a le plus gros volume et concentrez-vous là-dessus. Dans le cas des activités de Newsat, par exemple, on a trois types de cibles. On a une cible principale,
la deuxième catégorie et la troisième catégorie. Et il y a des catégories qui n'y sont même pas. Je ne vais pas vous dire. Là, c'est un secret. C'est un secret professionnel. Je ne vais pas vous dire. Il y a un type de personnes que lorsque nous contactent pour nous demander nos services, en fait, on a envie qu'elles partent. On a envie que ces personnes partent. Parce qu'on ne veut pas d'elles. Mais si elle nous surprend, ok, on travaille. Si elle est vraiment, si cette personne est engagée, elle veut véritablement travailler avec nous, on va s'engager, on ne va pas chasser. On ne chasse pas en fait. Mais on ne veut pas, on a notre catégorie, on a fait nos études, on a fait nos analyses, on a fait nos tests, on a testé. On n'a pas testé au départ. Ça, c'est à la fin. On a commencé avec cette catégorie, on a vu ce que ça donnait. Par rapport à la vision qu'on avait, on a modifié, on est passé à autre chose, on a testé également. Et finalement, on a défini nos trois types de ciblage. Et c'est sur les trois types de ciblage que nous travaillons en termes de marketing sur les réseaux sociaux et même sur le terrain, en termes de prospection sur le terrain, en termes d'offre même de services. C'est-à-dire que lorsqu'on monte notre offre de services, c'est en fonction de ce type de personnes-là. Lorsqu'on fait même des promotions, c'est en fonction de ce type de personnes-là. On ne cherche pas tout, on ne veut pas tout le monde. Ce qui fait que quand certaines personnes arrivent, vont par exemple voir nos publications, ils vont penser, même si il veut vraiment se construire, bien, il est intéressé par ce service-là, mais il va passer parce qu'il aura l'impression que ça ne le concerne pas en fait. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. C'est ça le vrai marketing. On ne touche pas, on ne cherche pas tout le monde. Et donc, lorsque vous arrivez donc à cette étape de la mise à l'épreuve avec votre idée, vous avez identifié une cible que vous voulez résoudre, vous avez proposé, vous avez votre solution. C'est-à-dire que vous avez identifié un problème qui concerne une catégorie bien précise, même si ça concerne plusieurs catégories. Je vous ai dit, vous choisissez une catégorie. Bon, bien sûr, là où le volume est le plus gros, parce que ça facilite le travail. Vous avez choisi une catégorie bien précise. Vous avez votre solution pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et là, vous passez au test, c'est-à-dire à l'implémentation. La solution doit se définir sous forme d'offre de service. C'est-à-dire que la solution, c'est une offre de service. Mais lorsque vous présentez ça au client, présentez toujours votre offre de service en termes de solution. C'est plus vendeur que vous devez dire que mon entreprise fournit des services de ceci, de conception des plans et de ceci. Non. Lorsque vous présentez votre offre de service au client, présentez en termes de solution. On verra ça lors de la formation du master, de la masterclass. Comment présenter son offre de service en termes de solution et non en termes d'offre de service. Parce que c'est trop classique, c'est trop facile. Les gens voient ça et puis ça les dirait. Lorsqu'on présente en termes de solution, ça crée de l'émotion au sein de la personne. En termes de solution, ça veut dire que la personne voit directement son problème et il comprend que la solution, c'est pour résoudre son problème. Il n'y a personne qui va fuir lorsqu'il va voir une solution qui peut résoudre son problème. Personne ne va fuir. Mais par contre, quand quelqu'un va voir une offre de service, peut-être ça peut résoudre effectivement son problème, mais il ne voit pas de cette manière-là. Il voit comme quelque chose de commercial, c'est quelque chose de vraiment classique. Ça ne crée pas des émotions en fait en lui. Ça ne crée aucune émotion. Donc, il faut donc présenter dans votre solution et en fait, cela va faire en sorte que les gens seront beaucoup plus intéressés par ce que vous proposez. Donc, c'est donc à partir de cela que vous allez donc tester. Vous allez donc tester en faisant quoi? Vous allez donc tester, vous allez donc proposer, vous allez aller vers votre cible. Parce qu'au départ, c'est vous qui allez vers votre cible. Puisque vous connaissez votre cible, il faudra maintenant question de chercher là où votre cible se trouve. Vous devez aller maintenant vers votre cible. C'est-à-dire que c'est là où l'autre inconnu se trouve. Où se trouve ma cible? Ça, c'est l'autre inconnu. C'est à ce niveau, c'est là que vous devez identifier ça. Ma cible se trouve où? Dès lors que vous avez identifié votre cible, c'est-à-dire que lorsqu'on dit où, c'est justement, c'est pas quel moyen est-ce que j'utilise pour atteindre ma cible. La cible peut être sur les réseaux sociaux. Et même sur les réseaux sociaux, c'est encore vague. Votre cible peut être, par exemple, sur Facebook uniquement. Lorsque vous avez analysé, vous vous rendez compte que ma cible, vraiment, ils sont beaucoup plus sur Facebook. Et même là, parfois, même au départ, on ne sait même pas. Vous ne savez même pas exactement. Vous pouvez juste spéculer comme ça, ok, bon, ils peuvent être sur Facebook. Vous testez, vous commencez par là. Vous commencez à tester là-bas, vous commencez à rechercher vos clients sur Facebook. Vous mettez tout en place, stratégie marketing et vente pour pouvoir aller atteindre votre cible. Ça peut arriver qu'ils ne sont pas là-bas. C'est pour ça qu'on a parlé des tests. Vous allez faire tout sur Facebook, mais vous ne le voyez pas. Personne n'est intéressé par ce que vous faites. Soit ça peut être que soit vous avez mal présenté votre solution, soit alors ils ne sont même pas là. Vous êtes en train de vous adresser aux gens qui ne sont même pas concernés par votre solution. Vous pouvez donc changer des réseaux sociaux. Vous pouvez aller par exemple sur Link. Peut-être que c'est là-bas qu'ils sont. Peut-être qu'ils sont sur Twitter.
peut-être qu'ils sont sur un autre, vous devez donc rechercher, peut-être qu'ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils sont sur le terrain. Vous commencez le travail de prospection sur le terrain. C'est-à-dire que vous montez maintenant votre solution physiquement, vous allez marcher, vous allez faire des enquêtes, vous allez vous renseigner pour chercher là où votre site se trouve. Moi, par exemple, un exercice que j'ai eu à faire, lorsqu'on montait notre solution en termes de rénovation des bâtiments, il y a un exercice qu'on a eu à faire et je l'ai fait. Je suis allé, j'ai identifié, on a dit, OK, la cible, notre principale cible, on va cibler les quartiers des Bobos. Bon, les quartiers, pour ceux qui ne sont pas camerounais, qui nous suivent, les quartiers des Bobos, quoi, les grands quartiers chics, là, avec les belles maisons et tout et tout. Les belles maisons ont toujours besoin d'être entretenues. Il faut entretenir les belles maisons. Les quartiers des pauvres, là, les gens ne sont pas trop, ne se cassent pas trop la tête pour l'entretien. Le père, le dimanche, lui-même, il se bat, il fait ses petits raccords sur les murs et tout et tout. Mais on a dit, OK, les rénovations, on cible les quartiers chics. OK, on cible quel quartier? Odia, Bastos. On a commencé par Bastos. On a monté notre solution. On a mis dans les enveloppes bien propres. On a imprimé les flyers et tout et tout. On a rédigé une lettre de présentation de notre. On a rédigé une lettre de présentation d'abord de notre dossier avec la présentation de la plaquette de présentation de l'entreprise à l'intérieur. On a mis dans l'enveloppe. On a fait maison par maison. On avait monté 100 dossiers comme ça. Ça nous a pris, je pense, une semaine. Nous sommes allés dans les maisons. On a uniquement Bastos. On marchait par maison. Un peu comme les commerciaux. Vous voyez, les commerciaux font, ils se baladent dans les maisons pour vendre les produits. Moi, j'ai fait cela. Nous sommes allés maison, on a retracé, on a divisé, nous sommes répartis, nous étions trois, et on a distribué les enveloppes là dans les maisons. Là, on est arrivé, on demandait si on pouvait rencontrer on demandait si on pouvait rencontrer le responsable de la maison. S'il y a possibilité, on le rencontre, on discute avec lui, on lui présente ce pourquoi nous sommes là, on explique, voilà, 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 voilà. Il y a d'autres qui étaient vraiment intéressés, ils étaient vraiment contents de la manière de faire. Lorsqu'on arrive, lorsqu'on ne trouve pas, on remet au vigile. On remet au vigile. Et c'est là, sur les 100 dossiers, c'est vrai qu'on a eu uniquement 5, on a eu 5 clients, mais ce n'était pas les moindres clients, c'est des clients, c'est des projets que les 5 clients nous ont quand même rapporté. Mais ce n'était pas rien. Justement, ça nous a permis de tester dans cette stratégie-là. Et on a fait les rénovations pour ces 5 personnes-là. Vous voyez un peu. Donc, tout ne se passe pas uniquement sur les réseaux sociaux. Parfois, on a l'impression que non, lorsqu'on va lancer, c'est seulement sur Facebook qu'on va les faire. Il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est de savoir où se trouve votre cible. C'est ça le plus important. C'est la question que vous devez vous poser. Ne vous engagez pas uniquement. C'est un peu comme si vous prenez les patates, vous partez vendre, vous prenez la patate et le manioc, les tubercules, là, vous partez à Dover pour aller vendre. Mais vous êtes au mauvais endroit en quelque sorte, parce que peut-être ça peut être vendu là-bas, mais quand les gens partent à Dover, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas ça ils ne s'attendent pas à trouver ça à Dover. Ils s'attendent à trouver autre chose. Ils s'attendent à trouver des produits manufacturés. C'est-à-dire que les produits qui sont emballés dans les plastiques, dans les boîtes et tout et tout. Ils ne s'attendent pas à trouver ça là-bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Il faut aller vendre au bon endroit. Ne prenez pas le poisson pour aller vendre dans la boucherie. Non. Les gens qui partent à la boucherie partent là-bas pour acheter la viande. Ils ne partent pas là-bas pour acheter le poisson. Donc, quand ils vont arriver là-bas, ils vont vous trouver là-bas. Ils seront même surpris. Peut-être quelques rares personnes pourront acheter. Mais est-ce que c'est effectivement ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez les rares personnes? Vous voulez atteindre votre cible? Et pour atteindre votre cible, vous devez aller là où votre cible se trouve effectivement. Vous devez donc vous poser les bonnes questions. Si possible, faire des enquêtes. Si possible, faire des enquêtes. Allez dans les groupes. Dans les groupes où votre cible peut être. N'allez pas dans les groupes, par exemple, comme Projet Génie Civil, les groupes des professionnels de la construction. Moi, je suis souvent surpris de voir des gens qui viennent proposer leurs services dans les groupes de Projet de Génie Civil. Là. Parce que c'est un groupe qui est peut-être à 80 000 à 90% où on trouve les professionnels, les professionnels de la construction. 80-90%. Donc peut-être les 10%, c'est quelques rares personnes aussi bon, qui sont tombées sur ça et puis ils sont aussi là-dedans. Mais ce n'est même pas là-bas que vous devez attaquer. Ce n'est pas là-bas que vous devez faire votre publicité. C'est ailleurs, c'est dans d'autres groupes. Il y a d'autres groupes qui sont réservés pour ça. Si possible, même vous créez même votre groupe. Vous allez attirer les personnes qui sont intéressées qui peuvent faire partie de votre ciblage. Moi, c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai un groupe sur Facebook qui se nomme Django Academy. Et dans Django Academy, 90% des personnes, parce que je prends le temps de filtrer, 90% des personnes qui sont dans ce groupe, ils n'ont rien à voir avec le génie civil, qui ne sont pas des professionnels. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des personnes qui sont le plus intéressées par la construction.
il y a plus de 900 personnes à l'intérieur. Il y a un travail de filtrage, il y a un travail d'information. Tout ce qui est publié là-bas est contrôlé. Donc, c'est en quelque sorte mon propre marché que je crée. Je me dis, OK, tiens, je veux atteindre ma cible. Comment est-ce que je fais pour atteindre ma cible? J'ai essayé les groupes à gauche et à droite. Ça n'a pas donné comme je voulais. Qu'est-ce que je fais? Je crée mon groupe et j'attire les gens vers mon groupe. Je les attire d'une certaine manière. Là, je ne vais pas vous dévoiler ça aujourd'hui. On va voir ça avec ceux qui seront à la masterclass. On verra ça avec eux. Comment faire donc justement pour attirer ces personnes-là? C'est-à-dire que là, je suis en train de faire autre chose. Au lieu d'aller vers les gens, vers ma cible, j'attire plutôt ma cible vers un endroit neutre en quelque sorte. Je ne les attire pas directement vers moi parce que le groupe n'a rien à voir avec moi. Lorsque tu vois mon groupe, ça n'a rien à voir avec mon entreprise, avec l'entreprise Newsat. Donc, du coup, je n'attire pas vers moi directement. Je l'attire vers un terrain neutre pour le mettre en confiance. Et là, maintenant, Newsat ne va pas maintenant là-bas pour pouvoir les convaincre. Là, maintenant, c'est un peu de ça qu'il est question. Tout est stratégie en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez donc travailler sur, vous devez donc tester. Vous allez tester des stratégies, vous allez tester un ciblage. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher. Et c'est justement pour ça qu'on appelle le test. C'est peut-être même après 6 mois, après 1 an, que finalement, peut-être vous allez vous rendre compte que ça, c'est véritablement la solution qu'il faut à tel ciblage. Et pour atteindre cette cible-là, il se trouve à tel endroit. Et là, vous avez pratiquement gagné. Vous avez presque gagné, bon, parce que pas pratiquement, vous avez presque gagné. Parce que là, maintenant, il faudra mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour convaincre maintenant votre cible là où elle se trouve. Parce que c'est pas parce que là, vous allez trouver là, ils sont que forcément, quand vous allez les voir que venez acheter mes services, qu'ils vont directement plonger sur vos services. Non. Parce que comme vous en entendez d'aller là-bas, il y a d'autres gamins qui sont aussi partis là-bas. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir vous positionner. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez donc faire des tests et puis finalement, vous pouvez même vous rendre compte que l'idée que vous avez choisie, le problème que vous avez choisi d'apporter avec la solution là, ça ne marche pas. Peut-être que vous avez fait vous avez établi votre stratégie, vous avez fait votre analyse, mais ça ne prend pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez décider de mettre d'abord de côté pendant un temps. Vous dites, OK, bon, vraiment la solution là, pour résoudre tes problèmes, pour le moment là, c'est un peu trop compliqué. Comme vous avez fait une liste, vous avez votre liste de problèmes et de solutions, vous dites, OK, je vais essayer telle autre solution. C'est comme ça. Et puis, vous essayez, puis ça donne. Il n'y a personne qui va vous dire, même si vous partez faire ce qu'une autre personne a fait, ça a marché. Rien ne vous garantit à 100% que ça va marcher également pour vous. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut tester par vous-même. Je ne suis pas là pour vous dire des choses que non, faites comme ça va marcher, faites comme ça ne va pas marcher. Je ne suis pas un gourou. Si vous dites que je vous mens, vous devez tester par vous-même. Vous pouvez faire, si vous faites même une expérience même, c'est-à-dire que vous vous lancez dans deux mêmes projets. Il y a une personne qui va faire, ça va marcher, et une autre va faire, ça ne va peut-être pas marcher. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, en ce qui concerne la mise à l'épreuve. Donc, comme j'ai dit, pour me résumer, parce que là, c'est la troisième phase, en fait. Là, c'est la troisième phase. OK. Là, c'est la troisième phase. Donc, dans la première phase, on a parlé du mindset. Vous devez développer un état d'esprit de vainqueur qui va permettre d'identifier les problèmes autour de vous, de voir les problèmes autrement, de voir les problèmes en termes d'opportunités d'affaires, quelque chose qui peut vous permettre de gagner de l'argent. Par la suite, ou alors, vous pouvez vous baser sur vos passions, utiliser uniquement vos passions. Si vous êtes passionné par un domaine bien précis, vous vous basez là-dessus pour pouvoir créer quelque chose et bâtir un projet solide. Par la suite, vous devez analyser chacun des problèmes que vous avez identifiés, problèmes et solutions que vous avez identifiés. Vous analysez tout cela, vous établissez la viabilité de ce projet-là. Est-ce que ce projet-là touche une bonne partie de la population? Quelle tranche de la population est-ce que ce problème touche? Est-ce que le problème-là va durer sur le long terme, va aller sur le très long, peut encore aller sur le très long terme? Vous analysez donc cela et par la suite, vous mettez à l'épreuve. Vous choisissez une idée, une solution. Vous choisissez un problème, une solution, une cible et vous mettez en application. Vous testez, vous peaufinez. Ce que ça donne, vous améliorez, vous modifiez, vous améliorez, vous modifiez, voilà, et puis vous avancez. Donc, voilà un peu, je pense que là, nous sommes arrivés, je pense que j'ai fait le tour. Euh, voilà, là, voilà un peu comment, voilà un peu. Et l'une des choses, voilà, il y a un point que j'ai noté là, que je voulais évoquer également. L'une des choses qui peut vous permettre de facilement tester votre idée, c'est de proposer, c'est de travailler avec des promotions. Lorsque vous êtes dans votre début,
Ne donnez pas directement des prix, vraiment, on ne vous connaît même pas encore, mais vous venez vous donner des prix parce que dans le domaine, parce que dans votre secteur d'activité, on taxe telle chose à tel montant. Vous venez aussi, vous balancez le même montant comme ça là. Ce n'est plus ça. Les gens ne vont pas courir comme ça, on ne vous connaît pas. Les gens, vous devez comprendre une chose, c'est que, vraiment, ça c'est un secret que je vous donne là. Les gens achètent un service ou un bien en fonction de la personne qui vend. Ce n'est pas toujours parce que votre solution, vraiment, c'est la meilleure solution du monde. Non. C'est en fonction de qui vend. C'est-à-dire que vous, par exemple, tu as une solution. Tu as un ami qui propose la même solution. Vous proposez à la même personne. Vous n'êtes pas sûr, je vous garantis que la personne ne va pas acheter de la même manière. Ça sera en fonction de qui vend que la personne va acheter pour telle ou bien telle autre personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour un début, moi, je conseille toujours d'utiliser, de baisser les coûts, de commencer avec des coûts bas et de monter progressivement. Mais ne pas commencer en haut et de baisser. Parce que quand vous commencez avec des prix hauts, ce qui se passe, c'est que, parce qu'à un moment donné, il y a la démotivation. Hein. Vous commencez avec un prix fort. Parce que c'est le prix qui est pratiqué sur le marché par ceux qui sont là depuis. Vous commencez avec un prix fort. Après, vous vous rendez compte que ça ne donne pas, ça ne marche pas. Vous commencez à douter, vous dites que non, peut-être que c'est le prix, hein. Peut-être que c'est le prix là qui dérange. Tac, vous baissez les prix. Ça, c'est l'erreur. Ne baissez pas les prix. Et pour éviter de baisser les prix, commencez avec des prix bas et que vous allez monter progressivement. Donc, pour tester, lorsque vous êtes en phase de test de votre solution, vous baissez les prix. Vous utilisez, vous faites des cadeaux. C'est-à-dire que vous pouvez faire des promotions, vous travaillez des promotions, vous offrez des cadeaux, je ne sais pas trop quoi. Si quelqu'un achète tel service, vous lui offrez tel cadeau. Vous travaillez un peu comme ça. Ça fait en sorte que ça fait en sorte que vous essayez de faire de comprendre si ça vous permet de savoir si, parce que si les gens, si vous faites ça et que les gens viennent, vous êtes au moins sûr que non, vous êtes dans le bon marché. C'est-à-dire que c'est votre cible. Parce que si les gens achètent, ça veut dire que c'est votre cible, effectivement. Mais si les gens n'achètent pas malgré ça, vous devez comprendre que vous n'êtes pas dans le bon marché. Vous devez changer de marché, vous devez aller dans un autre marché. C'est-à-dire que vous êtes à Mokolo, mais il faut que vous ayez au marché central. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous voyez un peu. Mais par contre, si c'est que vous avez les prix normaux, en quelque sorte, les gros prix là, mais vous faites ça. Mais à un moment donné, vous ne savez pas si c'est le problème, c'est le prix, ou alors si le problème, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je recommande de commencer avec des prix bas et de monter progressivement. Mais de ne jamais commencer avec des prix hauts et de baisser. Parce que dans la tête, même psychologiquement, ça crée un blocage. Ça crée un blocage dans votre tête. Donc, c'est un peu ça. Moi, avec Newsat, par exemple, parce que j'ai dit, moi, j'ai commencé seul avec Newsat, je n'avais jamais baissé les prix. Et même jusqu'à aujourd'hui. Le seul moment où je peux baisser les prix, c'est quand j'ai fait la promotion. Uniquement quand j'ai fait la promotion. Mais baisser le prix d'un service, quelconque service. Il y a eu des moments où j'ai eu à faire des promos, lancer des campagnes publicitaires avec zéro client. Oui, avec zéro client, que je lance une campagne publicitaire qui me prend. Il y a des campagnes publicitaires que je lance à 50 000 francs. Même un seul client, je n'obtiens pas. Mais lorsque je dois continuer, je conserve mes mêmes prix, sinon j'augmente même encore les prix. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Nous allons donc passer à la phase suivante, questions-réponses. Alors, là maintenant, vous avez la parole. Je vous prie vous utilisez le chat pour poser toutes vos questions concernant la présentation pour qu'on puisse avancer. Allô, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez des questions concernant la présentation? Ou alors vous avez tout compris et puis c'est bon. J'ai l'impression que je suis seul. Hein. Hmm, Non, tu n'es pas seul, Thierry. On est là. En tout cas, moi, je suis ah, là. ok, ok. Mhm. Est-ce qu'il y a donc des questions? Est-ce que tu as des questions à ton niveau concernant la présentation? Bon, des questions. Déjà, de manière générale, c'est vraiment intéressant tout ce que tu as dit là. Ok, Euh, ok. et ça permet d'ouvrir davantage l'esprit
Et comme tu as dit, il y a beaucoup de choses que tu dis qu'on va développer durant le masterclass. Mhm. Euh, mais concernant la liste, en fait, de tableaux, quoi. Oui, Il faut recenser les questions, les différents problèmes à gauche et les solutions qu'on peut apporter. oui, oui. Bon, la question que moi j'ai par rapport à cette liste-là, c'est de savoir, tu as dit, il faut analyser, comment dire, notre environnement. Oui. L'analyse de l'environnement se fait de quelle manière? Sur l'observation, ou bien, bon, c'est vrai que tu as après donné des solutions concernant peut-être des stratégies d'études de marché sur Facebook, des questions, tout ça. Mais de prime abord, moi, par exemple, qui suis dans le domaine en fait, qui travaille aussi beaucoup dans le domaine de l'architecture, par exemple, dans ce domaine, Mhm. oui. Le champ un peu, la difficulté, le champ un peu restreint, quoi. Le champ un peu Mhm. restreint. Vu un Mhm. peu l'amalgame que beaucoup font avec un peu le service aussi des ingénieurs quant au travail de l'architecte. Mhm. Un peu si précisément dans ce domaine-là, si tu peux avoir une idée de comment analyser l'environnement. Puisque le problème qui se pose plus là, c'est la confusion qu'il y a entre les services proprement dit d'un architecte et celui d'un ingénieur. Ok, d'accord. Je vais donc apporter, je vais essayer d'apporter des éléments concernant notre question. Donc, euh, concernant l'architecture déjà, je pense que là, tu parles de ta formation. Ça veut dire que tu as une formation en architecture. Donc, le premier facteur que je vais évoquer, c'est que ton champ, en fait, est plus large. C'est même très large, même, en fait, ton champ. Parce que tu as la possibilité de proposer des solutions pour résoudre des problèmes qui concernent en même temps les promoteurs, c'est-à-dire les personnes qui veulent se construire, et en même temps également des entreprises. C'est-à-dire que tu peux proposer des services aux entreprises, tu peux proposer des solutions aux entreprises et proposer en même temps également des solutions aux particuliers. Donc voilà d'abord la première chose que je vais évoquer. Lorsque j'ai fini de dire cela, ça veut dire il sera donc question pour toi d'analyser dans les problèmes que rencontrent ces différentes personnes-là. Vraiment, l'analyse des problèmes, c'est quelque chose que je ne sais pas si je peux vraiment te donner des canaux pour te dire que non, voilà comment tu dois analyser. Mais tout commence par l'état d'esprit, comme j'ai dit, pas ton état d'esprit. La chose c'est que tu dois être capable de développer, c'est que chaque fois que tu vas voir un problème, tu dois te poser la question, dans ce problème-là, quelle est la solution que je peux apporter? Est-ce que je peux gagner quelque chose? Ça, c'est la clé d'abord, même premièrement. Ça, c'est la clé. Vraiment, sans passer par des canaux vraiment conventionnels, bien formels, ou bien je vais te dire que non, fais comme ça, fais comme ça. Ça commence d'abord par là. Chaque fois que tu vas voir un problème, chaque fois que quelqu'un va se plaindre devant toi, par exemple, tu as évoqué le fait que, OK, il y a un problème, il y a l'amalgame entre les ingénieurs parce que les ingénieurs conçoivent, en même temps les ingénieurs conçoivent, en même temps, ce qui fait que les gens se retournent beaucoup plus vers les ingénieurs au lieu de se retourner vers les architectes. Ça, c'est un problème que tu poses. Maintenant, au lieu de voir ça comme un problème qui te bloque, qui te freine, au lieu de voir comme ça un problème qui t'empêche d'avancer véritablement, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour, est-ce que pour me démarquer véritablement? Ok, il y a cette situation-là, d'accord. C'est un peu comme nous, par exemple. Moi, je suis, par exemple, j'ai une formation d'ingénierie des travaux. On se plaint également du fait que voilà, les projets sont confiés aux maçons, ce sont les maçons qui contrôlent le marché et tout et tout. On donne, en fait, que les particuliers confient les projets aux maçons en particulier. Mais je ne veux pas rester, je sais pas, me cloîtrer sur ce fait-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour que un particulier confie son chantier à un maçon au lieu de confier son chantier, la gestion de son chantier à un ingénieur. Ça, c'est la question que je me pose. Par exemple, nous, on a eu à faire cette analyse-là.
on avait eu à faire un brainstorming pour se poser les questions-là, pour comprendre ce qui pouvait pousser les gens à confier. On a même eu à faire des enquêtes sur Facebook. On a pour poser des questions. Comme je t'ai dit, il y a dans mon groupe, moi, j'ai fait beaucoup des enquêtes. Je pose des questions aux gens, parfois des questions qui sont banales, qui n'ont ressemblent même à rien. Et les gens te disent, ils vont te dire que non, c'est parce que les ingénieurs, vous êtes chers, parce que quand vous venez sortir de l'école, vous dérangez beaucoup. Tu vois, un certain nombre de choses. Quand je vois ça, au lieu que je prends ça pour me plaindre, au lieu que je prends ça pour voir, pour je sais pas trop quoi, ça me permet d'analyser, de comprendre justement mon marché, l'environnement dans lequel je me trouve. Je me dis, OK, en fonction des réponses que les gens vont donner, et il y a un qui vont te dire que non, moi je confie mon projet à un ingénieur. Et là, je lui pose la question, mais pourquoi tu confies ton projet à un ingénieur? Pourquoi tu ne peux pas aller confier ton projet à un simple technicien? Il va te donner les raisons, si, ça et ça et ça et ça. Et là, tu essaies de comprendre. Là, tu te dis que non, voilà un peu une catégorie de personnes. Il va t'expliquer telle chose. Tu essaies de comprendre que non, voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même certaines personnes qui confient leur projet aux ingénieurs. Et c'est de la même manière également c'est de cette manière également que toi également à ton niveau, tu peux faire une analyse. Tu peux donc te dire, OK, est-ce que c'est tout le monde qui confie la conception de son projet aux ingénieurs, par exemple? Parce que le problème, je pense que là, maintenant, le problème, c'est tout au niveau des ingénieurs. Est-ce que c'est tout le monde qui confie la conception de son projet à l'ingénieur? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui confient, qui aujourd'hui encore, lorsqu'il veut concevoir son plan, il va vers l'architecte? Est-ce que ça n'existe pas? Moi, je pense que ça existe. Si ces gens de personnes existent, ils sont où? Peut-être ils sont là, ils cherchent également les architectes vers lesquels ils vont se tourner, ils ne trouvent même pas. Ces personnes sont où? Et tu dois donc chercher, faire des recherches, te renseigner. C'est-à-dire, moi, je prends beaucoup l'exemple sur les réseaux sociaux parce que c'est facile. C'est facile de faire des enquêtes sur les réseaux sociaux. Dans le groupe Le Cameroun sur le Cameroun, j'ai eu à faire mes enquêtes là-bas, au calme. Les gens avaient les reports, les gens venaient, ils répondaient comme si c'était. Que je pose des questions vraiment qui ont l'air drôles, quoi. C'est que les questions ne sont pas trop sérieuses. Parce que quand tu poses une question trop sérieuse, là, les gens ne vont pas te gérer. Les gens ne vont pas te gérer. Je pose mes questions dans le groupe pour tester. Tu fais des tests comme ça, là. Et puis tu te dis, OK. Ou alors tu crées ton marché. Comment créer son marché? Je ne peux pas le dire ici aujourd'hui. Ça sera lors de la masterclass que je vais expliquer comment est-ce que tu peux créer ton marché, ton propre marché Mokolo, ou bien ton propre marché, ou bien ton supermarché Santa Lucia. Donc, avec mon groupe Django Academy, comment j'ai fait pour créer ce groupe-là et envoyer là-bas principalement les personnes qui sont intéressées par mes services, par ma construction, sans qu'ils ne se rendent même compte. Travailler sur eux afin que progressivement je puisse les convertir pour qu'ils deviennent les clients pour Newsat. Quelle est la démarche que j'ai utilisée. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour analyser le marché, pour analyser ton environnement, la première chose, c'est ton état d'esprit. Ça commence par là. Vraiment, il faut d'abord travailler ton état d'esprit. Chaque fois que tu vas rencontrer un problème, tu dois te poser la question, comment je fais pour tirer mon épingle du jeu? Dans ce problème-là, quelle est la solution que je peux apporter? Quelle est la solution que je peux apporter pour pouvoir gagner, pour pouvoir tirer mon épingle du jeu? Tu es architecte, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut forcément dire que si tu dois bâtir une entreprise aujourd'hui, c'est uniquement dans l'architecture? Je ne sais pas. Est-ce que forcément c'est dans l'architecture que tu dois bâtir ton entreprise? Je pense que c'est non. C'est pas uniquement dans l'architecture si tu dois lancer une entreprise aujourd'hui, ce n'est pas forcément uniquement dans l'architecture que tu dois le faire. J'ai pris l'exemple en fait, de quelqu'un que je connais, d'une connaissance qui a une formation en ingénierie. Il est sorti ingénieur de Polytechnique, mais aujourd'hui, il est en train de créer son entreprise dans la peinture qui sera spécialisée uniquement dans la peinture, les travaux de peinture. Il est en train de se spécialiser dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir avec l'ingénierie qu'il a eu à faire. Il a fait 5 ans à Polytechnique, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas forcément. Si tu te rends compte que, par exemple, ce marché est trop compliqué, tu peux te reconvertir. Toujours dans le même génie civil ici, toujours dans le bâtiment, tu peux te reconvertir dans autre chose. Même si en parallèle, tu fais ça, tu fais toujours de l'architecture, mais ça ne soit que ce soit plus ton activité principale. Ça peut peut-être faire mal de dire que non, vraiment, j'ai fait toutes ces formations-là, finalement, pour me retrouver en train de venir encore faire autre chose. Non, ça peut peut-être paraître comme ça, mais il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'architecture est véritablement libéralisé. C'est même pas libéralisé, c'est l'anarchie complètement. Parce que même, tu as pris l'exemple de l'ingénieur, mais je te garantis que même les maçons font les plans. Même les maçons au quartier font les plans.
Ils établissent les plans, ils font les plans, et ils font les devis, et ils exécutent. Donc, le problème n'est même pas trop au niveau de l'ingénieur. C'est plein même de l'ingénieur. L'ingénieur, au moins, il a quand même il a quand même une formation qui peut lui permettre de faire des conceptions, même si ce n'est pas son rôle, je l'admets. Même si ce n'est pas son rôle. Mais le problème est plus profond que, c'est même plus profond que ça. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va seulement rester et dire que non, il faut que les autres arrêtent de faire pour que moi je fasse? Ça, c'est vraiment un long combat. Et il faut choisir ce combat. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si j'ai apporté. Et voilà, pour revenir sur au niveau du tableau le tableau que j'évoquais. Le tableau, justement, c'est que lorsque tu as le tableau vient après, en fait. Lorsque tu évalues ton environnement, bon, ça, en fait, quand il dit après, c'est au même moment. Lorsque tu évalues ton environnement, tu identifies ces problèmes. Chaque fois que tu identifies un problème, tu notes. Comme par exemple, ce que tu as évoqué là, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est un problème qui concerne beaucoup d'architectes. Il y a beaucoup d'architectes qui se plaignent par rapport à ça. Maintenant, la question que je vais te poser, OK, comme les architectes sont en train de se plaindre du fait qu'ils n'arrivent pas à gagner les marchés parce que les ingénieurs, ce sont les ingénieurs qui font qu'ils gagnent tous les marchés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre qu'est-ce qu'il peut faire pour résoudre le problème des architectes? Pas pour résoudre ton problème toi-même personnellement, mais pour résoudre le problème des architectes. À travers ça, par exemple, tu peux par exemple décider de créer une plateforme web dans laquelle peut-être tu vas mettre en relation les architectes et puis les personnes qui veulent se construire, peut-être en cassant les prix peut-être ou en faisant ceci. Là, c'est une solution. Mais pas forcément que c'est toi qui vas dessiner les plans maintenant, pas forcément une solution pour toi-même. Mais là, maintenant, c'est que c'est un problème qui concerne les architectes. Mais toi, tu as un problème d'apporter qui concerne les architectes, mais qui te touche également toi-même. Mais au lieu de chercher la solution qui va faire en sorte que toi, tu commences à gagner les marchés, tu cherches plutôt une solution qui va faire en sorte que les architectes aient moins de problèmes. Tu vois un peu. Là, maintenant, ça sera une solution qui va permettre, c'est une solution qui va plutôt. Donc là, maintenant, ta cible sera les architectes. Là, ta cible, ce n'est plus, ce n'est pas les clients ou bien, ce n'est pas les particuliers qui veulent se construire, mais ta cible de ta solution, ce sera les architectes. Parce qu'eux, ils ont un problème. C'est un peu comme, c'est un peu comme les gens qui veulent lancer les chantiers. Quelqu'un gagne un chantier, mais il cherche les techniciens. Il ne parvient pas à trouver les prestataires. Moi, je peux me lever aujourd'hui. J'ai décidé de dire, OK, moi, je vais lancer une entreprise qui est spécialisée dans la fourniture du personnel, des techniciens, les ouvriers pour les travaux des chantiers, pour les chantiers. Tu lances une entreprise dans ce sens-là. Et du coup, lorsqu'une personne a besoin, lorsqu'une personne veut lancer son chantier, il vient vers toi et son problème, son problème est résolu. Donc, c'est la même chose. Donc, pense vraiment, puisque c'est un problème qui te concerne. Et justement, ça, c'est une autre approche, justement, pour trouver les idées également. Ça, c'est une autre approche. C'est que tu peux partir d'un problème que tu rencontres toi-même. Tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent le même problème que moi? Si oui, combien sont-ils? OK, je vais donc proposer une solution qui va permettre de résoudre le problème là. Ça va résoudre en même temps mon problème, ça va également résoudre le problème des autres. Donc, voilà un peu une autre approche que tu peux avoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bon, oui, tu as apporté des éléments de solution, merci. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres... Est-ce qu'il y a, tu as une autre question encore? Non, 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 non. OK. Yatandou, bonsoir. Je pose Bonsoir. une question. Oui, Bonsoir. oui. Déjà, merci à vous. J'ai OK. beaucoup appris durant ce que vous venez de faire. Moi, ma question, c'est, quand vous avez dit au début, il faut commencer avec des prix bas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que lorsque vous commencez à augmenter le prix, que tu perds des clients? OK. D'accord. OK, j'ai bien compris ta question. L'une des choses, en fait, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur des... On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas eu, en fait. Vous ne pouvez pas perdre des clients. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez perdre les personnes qui ne font pas partie de votre ciblage. Parce que lorsque vous faites un travail de ciblage, de segmentation du marché, lorsque vous faites votre ciblage, vous dites que, OK, moi, par exemple, je veux fournir tel service, ça concerne telle catégorie de personnes, les personnes âgées, parce que vraiment, le ciblage, il est pointu. On va vraiment tout développer ici aujourd'hui, mais le ciblage est vraiment, c'est quelque chose de pointu. Et que vous définissez le sexe même, et que le service que je propose, si c'est un service dédié aux particuliers, ça concerne les hommes et les femmes, ou alors les hommes uniquement, ou les femmes uniquement. Ils sont âgés peut-être de 30 ans à peut-être 50 ans, par exemple. OK. Ils vivent dans tel ou tel pays.
leur situation sociale, par exemple, ce sont des gens qui travaillent, ils sont peut-être salariés, à la fonction publique, ou alors ils sont salariés du privé, ou alors ils exercent une profession libérale. C'est comme ça qu'on fait le ciblage. Vous allez faire donc ce ciblage-là vraiment pointu. Et donc, du coup, si vous avez par exemple estimé que vos clients, ceux qui sont les personnes qui rencontrent, qui ont besoin de votre solution, font partie d'une catégorie de personnes. Ça n'exclut pas qu'il y a d'autres personnes qui peuvent également rencontrer ce même problème. Mais vous avez décidé de travailler avec telle catégorie. Et donc, du coup, lorsque vous fixez un prix, vous fixez votre prix idéal en fait. Vous fixez votre prix idéal. Bon, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais je prends par exemple le cas du Cameroun. Vous pouvez avoir un service et que vous dites, OK, le prix idéal, par exemple, c'est 50 000 francs. C'est 100 000 francs. Ça, c'est le prix idéal pour votre service. Mais, compte tenu du fait que vous êtes en train de tester votre marché, compte tenu du fait que vous êtes à votre début, vous pouvez décider de commencer peut-être à 30 000 francs. Vous commencez à 30 000 francs et vous augmentez progressivement. Ce qui fait que lorsque vous allez augmenter, je vous garantis que parfois, les premières personnes qui vont même prendre votre service, peut-être qu'ils ne font même pas partie de votre ciblage, mais ils vous permettent juste de vous mettre en confiance. Et au fur et à mesure que vous allez augmenter les prix, il y a des gens qui vont partir, c'est clair, qui ne vont plus venir, qui ne vont plus faire recours à vos services. Mais je vous garantis qu'il y a une nouvelle catégorie de personnes qui vont venir vers vous. Parce que ces personnes vont se sentir concernées par vos services. Mais là, ceci doit s'accompagner d'une bonne stratégie marketing. Parce qu'il ne suffit pas seulement en fait, le prix, ce n'est pas le prix qui vend, en fait. Parce que si vous pouvez mettre un produit à 50 000 francs, une autre personne met le même produit, met en vente le même produit à 150 000 francs, et celui qui met à 150 000 francs vend, vous qui avez mis à 50 000 francs, vous ne vendez pas. Si vous avez une mauvaise stratégie de vente, une mauvaise stratégie marketing, si vous ne savez pas vendre, parce que parfois vous mettez le prix bas et on a l'impression en fait que c'est l'arnaque. D'autres personnes auront l'impression que c'est l'arnaque, et pourtant ce n'est pas l'arnaque. Donc c'est un peu ça le truc. Donc, en mettant dans le prix bas, et même pour mettre le prix bas, il y a une stratégie. Bon, on ne met pas le prix bas pour mettre le prix bas, parce que si vous avez fixé votre prix, lorsque vous avez fait vos analyses, vous avez étudié votre marché et tout, vous avez décidé de mettre le prix de votre service, le prix réel de votre service à 100 000 francs. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est OK. Pour tester le marché, au lieu de dire que j'ai fait mon service à 20 000 francs ou à 30 000 francs, tu te dis OK, tu fais la promotion. Tu dis OK, 70% de réduction. Si vous lancez une promotion, 70% de réduction sur une semaine, je fournis tel service à 30 000 francs, au lieu de fournir à 100 000 francs. Vous savez que non, vous attendez, ça fait que ça donne l'illusion, en fait, ça ne donne pas l'illusion que vous avez donné un prix bas, mais quand les gens viennent, ils viennent acheter à 30 000 francs, ils achètent votre service à 30 000 francs, mais ils savent pertinemment que le vrai prix, c'est 100 000 francs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous pouvez même dire que okay, vous faites la promotion 30 000 francs, mais vous ne donnez pas le prix réel. Vous dites que la promotion, c'est 30 000 francs. Et donc, du coup, le jour que les personnes vont revenir, peut-être vous allez leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas 30 000 francs, c'est 100 000 francs ou bien c'est 150 000 francs. Les personnes vont comprendre que non, mais la dernière fois, vous avez dit que c'était 30 000 francs. Non, c'était la promotion, vous n'avez pas vu. On dit, ah, ok. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez également jouer sur ce fil-là. Donc, c'est un peu ça également. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Ok. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Moi, de mon côté, pas pour aujourd'hui. Ok. Et donc, comme je parlais donc de la masterclass, il y a la masterclass que nous avons lancée qui aura lieu à partir du 3. Le 3, je pense que c'est vendredi, du 3 au 5. La masterclass s'intitule Comment lancer son entreprise de bâtiment et gagner ses 6 premiers clients, même sans avoir des relations. Donc, durant cette masterclass, nous allons donc développer un certain nombre de thématiques. Il y aura 3 modules sur 3 jours, donc un module par jour. Le premier module concerne la stratégie entrepreneuriale. Donc, nous allons donc justement revenir en profondeur sur la notion de problème-solution, comment analyser véritablement les problèmes et comment identifier, comment choisir les solutions et les analyser véritablement. Là, je vais vous donner les outils avec des tableaux, avec les fiches techniques que vous pouvez utiliser justement pour pouvoir faire ce travail-là. On a également parlé de la notion de business model et business plan et de ciblage, comment faire un bon ciblage et définir son positionnement sur le marché, comment élaborer son offre de services. Et puis, nous allons parler de formalisation des entreprises. Là, c'est sur le plan administratif. Donc, dans le module 2, nous allons donc revenir justement sur comment obtenir son premier client.
les possibilités qui s'offrent à nous auprès, comment convaincre, par exemple, nos connaissances et nos amis, parce que c'est souvent un combat, même pour les convaincre de pouvoir faire de pouvoir utiliser nos services et qu'ils puissent payer le prix aussi. Nous allons également voir comment négocier les sous-traitances, comment négocier une sous-traitance, comment aller vers le marché froid, les inconnus. Moi, par exemple, avec l'entreprise, nous avons eu à gagner nos premiers clients, c'était au niveau du marché froid. C'était avec des personnes, nous avons maximisé d'abord sur les personnes qui ne nous connaissaient pas. Et c'est ça qui nous a permis, en quelque sorte, de pouvoir convaincre maintenant ceux qui nous connaissaient. C'est un peu paradoxal, mais c'est un peu comme ça que nous avons travaillé. Nous allons également revenir en profondeur sur comment fixer les prix de nos services. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de ça, mais on va revenir ensemble. Et puis là, je vais vous donner des outils qui vont permettre d'établir les coûts de vos services. Et dans le module 3, nous allons parler de marketing et vente. C'est un élément fondamental, déterminant au 21e siècle. En 2020, aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se faire sans marketing et vente. Vraiment, une entreprise qui ne prend pas en compte ce paramètre-là va mourir. Aussi simple que ça. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, il faut avoir des stratégies efficaces en termes de marketing et vente pour pouvoir vendre sur le marché. Même lorsque vous êtes en face de votre cible, si vous n'avez pas une bonne stratégie de marketing, une bonne stratégie de vente, les meilleures techniques de vente, vous n'allez pas pouvoir convertir ces personnes en clients. Donc, dans ce module, nous allons parler dans le copywriting, comment rédiger les tests percutants, persuasifs, qui vont faire en sorte que lorsqu'une personne lit votre test publicitaire, il passe directement à la caisse. Nous allons également parler comment présenter, nous allons également expliquer comment présenter son entreprise, comment identifier là où notre cible, notre cible clientèle se trouve, comment aller vers cette cible-là, comment vendre principalement sur Facebook en 2020 et les outils qu'il faut nécessairement pour pouvoir travailler, pour pouvoir mettre en application une bonne stratégie marketing et vente. Voilà un peu en ce qui concerne notre masterclass. Pierre donc, qui ne nie pas, il est déjà inscrit pour cette masterclass. Donc là, je m'adresse principalement à Yatando. Voilà, la masterclass est évaluée au prix de... Ça sera complètement en ligne. Donc ça va se faire en ligne également, tel que nous sommes en train de faire là. Il y a des questions, il y a des fiches que je veux partager avec vous. Donc, le prix de cette masterclass, c'est 20 000 francs CFA, francs CEMAC. C'est 20 000 francs CFA. Mais pour ceux qui participent à la masterclass, au webinaire d'aujourd'hui, nous allons le faire au prix cadeau de 12 000 francs CFA, soit une réduction de 40%. Donc 12 000 francs au lieu de 20 000 francs, offre valable jusqu'au 2 décembre à 23h15. Donc, Pierre est déjà inscrit sur la masterclass. Donc, attends, si tu es intéressé par la masterclass, tu peux me dire, comme ça, je vais t'expliquer brièvement comment ça doit se passer. Je vais t'envoyer le lien pour l'inscription à la masterclass. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne la masterclass qui aura lieu du 3 au 5? Bon, j'ai une petite question pour la masterclass. Oui, oui, Pierre. Et bon, après la masterclass, du moins la question c'est après en fait l'objectif quoi. Je ne sais pas si l'un des objectifs de la masterclass aussi ça pourrait mener à un coaching quoi pour la mise en application de tout ce qu'on aura appris, je ne sais pas. Ça pourra toujours se faire. Ça va dépendre du désir de chacun, quoi. Donc, ça pourra toujours se faire. On verra ça ensemble après, lors de la masterclass. Donc, on pourra toujours organiser un accompagnement. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. Donc, ceux qui seront intéressés, on pourra travailler ensemble sur l'implémentation de ces différentes stratégies-là. Donc, il n'y a aucun souci. Ok. Mhm. Ok, Yatando, tu avais une préoccupation concernant la masterclass. Non, je n'ai pas de questions. Ok, est-ce que tu es intéressé par ça? Bon, je suis en train de voir. Je me demandais si vous allez le faire en vous référant sur le Cameroun seulement ou bien on pourra l'utiliser
internationalement? Les stratégies que nous allons développer sont les stratégies universelles en fait. Ce sont les Universel. techniques, oui, ce sont des techniques universelles qui peuvent même être utilisées même dans d'autres domaines. Sauf que là, on va prendre des exemples qui concernent principalement le secteur du bâtiment. Mais le bâtiment, vraiment, c'est quelque chose d'universel. Celui qui a fait ingénierie au Cameroun peut aller dans notre pays et puis faire ingénierie. Donc, je pense que c'est pareil en fait aussi pour les techniques entrepreneuriales. Ok, je vois. Mais- Donc, je ne sais pas si tu es dans le groupe. Ok, Est-ce que tu es tu es dans le groupe WhatsApp déjà? oui, oui, je suis. Ok. Donc là, tu pourras me contacter alors à tout moment. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Ok, merci. Donc, je pense on a assez pris du temps aujourd'hui et je vous dis merci pour votre disponibilité et à très bientôt. Passez une agréable soirée. Ok, toi de même. Merci. Merci.